Ça pousse sur la presqu'île grenobloise. Petit dernier, le Y-Spot Partners qui a ouvert en début d'année, 2 ans après le Y-Spot Labs. Dans le bâtiment, un accélérateur de start-up orienté numérique et deep tech, un atelier, un espace gaming, mais aussi des équipes du CEA et d'HP. Quoi de neuf pour le premier week-end du mois d'avril? Du sport avec du rugby, du patinage artistique, mais aussi les championnats de France de télémarque ou encore de la course à pied avec le Grenoble Visil et de la culture avec le retour de la Fabrique Opéra, un spectacle de marionnettes et un concert de jazz. Et puis les clés de l'aventure nous ouvrent le chemin des possibles cette fin de semaine au Fontanil-Cornillon. On y reviendra à la fin de ce JT avec la directrice du festival, Odile Darmostoup, et l'un des invités, le navigateur Yvan Bourgnon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 31 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue dans le temple du brainstorming. 2 ans après le Y-Spot Labs, Y-Spot Partners a ouvert ses portes sur la presqu'île scientifique en début d'année. Un seul et même endroit pour concrétiser son projet de start-up, pouvoir confronter ses expériences, trouver des partenaires, lancer la pré-industrialisation ou faire une pause dans un environnement de travail digne de celui que l'on peut trouver dans certaines entreprises de la Silicon Valley. Laurie Baillet l'a visité. C'est un lieu privilégié à l'entrée de la presqu'île scientifique de Grenoble. Y-Spot Partners, c'est ce bâtiment de 10 000 mètres carrés, entièrement dédié à la recherche et à l'innovation collaborative. Dans ses murs, une communauté d'industriels, de chercheurs, d'acteurs institutionnels. L'atelier Art Sciences des équipes du CEA, Supernova, HP. Ici, les grands côtoient les plus petits. Quand vous êtes une start-up, vous avez beaucoup de besoins. Vous avez beaucoup de besoins de collaboration, vous n'êtes pas très nombreux, vous avez beaucoup de contacts à faire avec des investisseurs, avec des chercheurs, avec des sociologues, avec des économistes. Il est important pour qu'une start-up puisse se développer, qu'elle soit dans un environnement adapté, et le Y-Spot Partners est vraiment tout à fait adapté à leur développement. Studio photo, espace événementiel, zen et gaming, atelier, lieu de stockage, espace de coworking. Le village Baïséa, l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole, propose ici des bureaux à plus d'une vingtaine d'entreprises. C'est assez ouf d'avoir la chance de travailler en tout cas dans une start-up et d'avoir une jeune société dans les locaux comme ça. L'intérêt d'être accompagné par le Crédit Agricole et le village, c'est vraiment de pouvoir échanger régulièrement avec tout un tas d'entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que nous au quotidien. Chaque début de mois, il y a des réunions que propose le village aussi pour nous former ou échanger sur des sujets qu'on peut avoir en commun avec les différentes startups. On organise aussi des événements avec les différents niveaux, HP, etc. Donc ça permet vraiment de s'enrichir à différents niveaux, à la fois avec des plus grands groupes et des plus petits. Y-Spot Partners accueille également une brasserie pilotée par le chef doublement étoilé grenoblois Christophe Haribert. Ouvert 7 jours sur 7, il compte 120 couverts. Un environnement que le grand public pourra également découvrir à l'occasion d'Experimenta, la Biennale Art Sciences en octobre. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Après un grand soleil et des températures très douces la semaine dernière, les sportifs de plein air devront aussi jouer contre le mauvais temps ces prochains jours. Mais pour les spectateurs, Arthur Glory a quand même glissé, c'est le cas de le dire, un rendez-vous à l'abri ce week-end. À mes supporters, ce week-end va être haut en couleur. Et pour débuter, le FCG recevra le Provence Rugby. Les Isérois 13e de Pro D2 sont encore en mauvaise position et leur défaite à Colomiers lors de la dernière journée n'a pas arrangé les choses. Les Grenoblois recevront les 8e du championnat. Ils sont capables du meilleur comme du pire, alors on espère qu'ils créeront l'exploit. FCG Provence Rugby, c'est vendredi, coup d'envoi à 19h30. Toujours dans le vaste monde du rugby, la 3e journée du championnat de France élite de Super Touch se jouera à Saint-Martin-d'Air. Des clubs des 4 coins de la France poseront leurs valises en Isère pour 2 jours de compétition, début samedi au stade Robert-Baran. Ce week-end marque aussi le retour de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique à Grenoble. Ce spectacle sur glace réunira les Olympiens Kevin Emos, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, mais ce sera aussi l'occasion de voir d'anciens champions comme Philippe Candeloro et Brian Joubert. La tournée posera ses valises à Pôle Sud samedi, début du spectacle à 20h.
Maintenant sur la neige, il y aura aussi les championnats de France de télémarque à Vaujany. Toute l'équipe de France de la discipline sera présente sur les pistes pour faire vivre ce spectacle. Rendez-vous samedi et dimanche pour toujours plus de vitesse. Et après 2 ans d'absence, la course Grenoble-Visil fait son retour. Cette course festive passera comme chaque année par le parc du domaine de Visil. Au programme des courses en solo, duo ou encore quattro, mais aussi une randonnée et une course pour les plus jeunes. La Grenoble-Visil aura lieu dimanche, les inscriptions sont encore ouvertes. Et puis dans la suite du tournoi Destination Féminin, après l'Italie à Grenoble, la France affrontera l'Irlande samedi à Toulouse, avec chez les Bleus 2 Amazones, Laure Sansu et Alexandra Chambon, remplaçantes, ainsi que Maëlle Philippon, formée à Grenoble. L'aventure est au bout de la rue pour certains, un peu plus loin. Pour d'autres, elle sera en tout cas au Fontanil-Cornillon cette fin de semaine avec le festival Les Clés de l'Aventure, des films en compétition, des films hors compétition, des courts-métrages, un pôle jeunesse et un coin aventure partagé. Odile Darmostoup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de ce festival. À vos côtés, l'un de vos invités. Bonsoir Yvon Bourgnon. Bonsoir. Et vous êtes navigateur, vous avez accompli de nombreux exploits, dont un tour du monde en voilier non habitable en 220 jours de mer, et vous êtes président de l'association Sea Cleaners, c'est écrit sur votre polo. On va en reparler dans quelques minutes. Je vais commencer avec vous, Odile. Le sous-titre, c'est les clés de l'aventure humaine. C'est important ? Tout à fait. Je crois que on essaye là, pendant cette édition-là, d'ancrer un peu l'état d'esprit de ce festival. Il y a énormément de festivals d'aventure un peu partout en France. Chacun de créer son identité, et moi j'essaye avec mon équipe de nous focaliser sur les clés, les solutions, et replacer l'être humain au centre de tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous allez nous emmener où cette année ? Cette année on voyage, donc on a 15 films documentaires d'aventures vécues qui nous emmènent au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique. Et aussi grâce à Isoken dans le nord, au pays des glaciers. Donc on voyage un peu partout. L'idée c'est quoi ? C'est le partage ? Parce que voyager, l'avion, ça devient un peu compliqué quand même. C'est pour ça qu'on a rebaptisé ce festival Rencontre de l'aventure humaine. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pendant ces 3 jours, le public est invité à venir poser ses questions, partager aussi sa propre aventure. Et on espère qu'il sera inspiré parce que tous ces nouveaux globetrotters ont vécu, qu'ils pourront retrouver de la force ou du courage pour traverser la rue et oser aller vers l'inconnu. C'est un peu l'idée. Il y aura Yvon Bourgnon, mais d'autres aventuriers également seront présents. Tout à fait. On a les 15 réalisateurs sont les témoins d'aventures qu'ils ont vécues, et on a aussi des porteurs de projets. Donc il y a Yvon qui vient parler de son projet The Sea Cleaner. On a aussi une association qui s'appelle Project Azur, Solène Chevreuil, qui vient aussi à sa façon partager leurs initiatives pour sensibiliser les gens sur les conséquences des déchets plastiques dans les mers. Donc il y a plusieurs approches en fait. Très tourné toujours, de plus en plus développement durable. Yvon Bourgnon, c'est le cas aussi. Vous ne prenez plus l'avion, vous prenez peut-être parfois l'avion, on vous connaît plus parce que vous prenez la mer. Parmi tous vos exploits, est-ce qu'il y en a un qui vous a le plus marqué ? Oui, plein d'aventures qui m'ont marqué, mais c'est peut-être la traversée de l'océan Arctique en 2017 qui a été un peu la plus dangereuse et la plus belle aussi, parce que j'ai vraiment rencontré des animaux marins comme jamais, avec les narvals, les belugas et plein d'autres choses. Et voilà, je faisais partie des 150 navigateurs qui ont traversé cet océan depuis un siècle, donc on est très peu allé là-haut. Et voilà, c'est toujours très, très impressionnant. Et puis, je suis très fier de faire partie de cette aventure avec les clés de l'aventure auprès d'Odile et toute son équipe. Parce que en fait, je pense que les aventuriers sont certainement les personnes les plus inspirantes pour le monde d'aujourd'hui. On voit bien, c'est pas tellement nos politiques qui inspirent aujourd'hui les gens. Donc, je trouve qu'il y a plein de globetrotters et d'aventuriers qui ont des aventures extraordinaires, des messages très porteurs. Et donc, ces festivals, c'est essentiel pour transmettre les messages
ça. Moi, je regarde toujours qu'il n'y ait pas assez de jeunes présents sur cette route, parce que qu'on peut toucher de près ces films, ces réalisateurs, ces aventuriers, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour les valeurs, plutôt que d'aller suivre un match de foot avec ces footeux qui transportent pas grand-chose comme valeur, malheureusement. Bon, peut-être on peut essayer de faire les deux. Vous êtes au Fontanil pour une conférence ce jeudi soir et vous serez aussi présent vendredi matin pour parler donc de Sea Cleaners et du projet Manta. Évidemment, il est encore question d'un bateau. Ben voilà, tout à fait. Donc l'idée était toute simple, c'est qu'on a 10 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. Il y en aura 10 fois plus à la fin de ce siècle. Et on s'est dit, c'est bien, on fait de la sensibilisation et nous-mêmes, on est les premiers à le faire. Mais a priori, ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Donc on a inventé des bateaux, le Manta notamment, et puis les plus petits qui s'appellent le Mobula. Et à partir de 2025, on va pouvoir lancer ce premier Manta qui fait 60 mètres de long, 60 mètres de large et qui va pouvoir, pour la première fois, ratisser les embouchures des grands fleuves, les grands fleuves de ce monde qui sont pollués, notamment en Asie du Sud-Est. Et on va pouvoir avoir une collecte vraiment efficace. Et avec 20 grands bateaux comme celui-là et 2000 petits, on peut vraiment retirer 80% de la pollution mondiale. Donc ça serait dommage de se priver de cette technologie qu'on a réussi à mettre au point dans le cadre d'une association pour que ça soit un partage, qu'on puisse être en open source et que tous les pays du monde entier puissent en profiter. On parle du 6e continent, vous l'avez croisé, vous ? Moi, j'ai surtout navigué pendant 2 mois dans l'océan Indien, le long des côtes du Bali, Indonésie, Sri Lanka, Maldives, et j'ai navigué 2 mois dans les plastiques. Donc, quand vous savez que 99% des plastiques finissent par couler un jour, quand tu vois ce qu'il y a à la surface, tu te dis waouh, qu'est-ce que ça doit être au fond de la mer. Donc oui, en 2014-2015, c'est des années où j'ai navigué là-dedans et j'ai été très choqué par la pollution. Et donc, quand je suis rentré de ça, je me suis rendu compte qu'on était très peu nombreux. Je crois qu'on est 1% de la planète à avoir été sur l'eau. Donc on est tellement peu nombreux que c'est à nous d'être les ambassadeurs pour aller protéger ces océans. Et voilà, on a donc créé l'association Sea Cleaners en 2016, qui est aujourd'hui une des plus grosses ONG au monde sur la protection des océans. Et on espère qu'on va pouvoir faire à la fois de la sensibilisation et vraiment du curatif. La sensibilisation aussi, c'est important. Il ne faut pas que ce soit à fond perdu, si j'ose dire. Il faut qu'à terme et à long terme, en tout cas, le problème soit résolu à la source, en fermant le robinet et faire en sorte que la sensibilisation fasse son action. Mais en attendant, les gens apprécient qu'on soit dans le concret, qu'on puisse aller collecter les déchets. Voilà, à Marseille, quand il y avait les déchets devant chez eux, les gens ne se posaient pas la question. On va aller ramasser ces déchets parce que ça fait des dégâts dans la nature, c'est désagréable pour les humains, etc. Mais quand c'est dans les océans, on devrait se poser les mêmes questions. Il y a la moyen de les collecter, ces déchets. Alors, pourquoi on laisse les poissons, les 1,5 million d'animaux marins mourir chaque année? Non, allons-y. Voilà. Il suffit de mettre les moyens et on y va. Et c'est pas très coûteux. Aujourd'hui, pour un investissement de moins de 1 milliard sur les 40 prochaines années, on est capable de financer ces bateaux et de les mettre en route. Et ces déchets qui sont ramassés, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a un bateau qui traite les déchets plastiques à bord. Donc nous, notre principe, c'est simple. On est en énergie renouvelable sur le fonctionnement. On ramasse les plastiques et on les mange et on utilise le plastique comme source d'énergie pour le bateau lui-même. On fabrique de l'électricité. Donc on est en circuit court. On ne peut pas faire plus exemplaire, plus vertueux comme système. Voilà, le bateau est auto-conçu. Il est à 85% d'acier recyclable. Donc du coup, on a du mal à imaginer que ça ne soit pas intéressant d'y aller. Et peut-être que vous allez essayer de recruter des bénévoles alors au Fontanil pour venir vous aider. À chaque fois que je suis en représentation, on vient aussi pour trouver des bénévoles. Il y en a déjà près de 2000 en France, mais il faut que la délégation régionale ici soit renforcée avec des bénévoles de Grenoble, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. On le rappelle, les clés de l'aventure, c'est jusqu'au 3 avril au Fontanil et toutes les informations sur votre site internet. Allez, quelques autres rendez-vous. Le musée Festival électronique s'apprête à faire son retour sur les hauteurs de Grenoble. Rendez-vous dans les jardins du musée dauphinois les 10 et 11 juin avec une programmation électro-disco qui vient d'être dévoilée. Le pape du genre, Céron, auteur de Supernature, Give Me Love, est annoncé, tout comme Agoria, Yuxek ou Joris Delacroix. Et également des valeurs montantes comme Bernadette 1, 2 ou Sister Act. Les billets sont déjà en vente. Dans le reste de l'agenda, on change de décor pour se transporter dans le Berlin des années 30. Et puis après avoir été privé de scène pendant 2 ans, la Fabrique Opéra revient avec Cabaret du 1er au 3 avril au Summum à Grenoble. L'histoire d'un jeune écrivain américain qui tombe sous le charme de la meneuse de revue du Kit Kat Club sur fond de montée du nazisme. Sur scène, des artistes professionnels et des amateurs, l'orchestre
symphonique universitaire de Grenoble, dans les coulisses des jeunes d'établissements grenoblois pour les costumes, les décors, le maquillage et même la sécurité. À l'espace Aragon de Villarbonneau, un spectacle de marionnettes, mais à partir de 11 ans, Triafata par la compagnie La Pendue qui a conçu la marionnette du film de Léos Carax, Annette. Dans un autre style de cabaret, on retrouve une marionnettiste et un musicien qui actionnent ensemble une grande machinerie d'imaginaire autour de la vie et de la mort. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec du jazz, celui de Malcolm Potter. Il sera en concert vendredi soir à la salle des fêtes de Saint-Étienne-de-Crossé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Love is a sky screamer.